Ok, donc c'est lancé normalement. Voilà. Vous avez tous reçu normalement un message qui vous dit que si vous voulez être enregistré, il faut cliquer oui. Voilà. Charlotte, je te Oui, passe alors la bah, écoutez, parole. bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à ce débat webinaire sur la généralisation de la téléconsultation médicale qui interroge la place des enjeux territoriaux avant et après le confinement. Alors moi, je voulais simplement dire un rapide mot d'accueil. Je m'appelle Charlotte Elpern, je suis responsable scientifique de l'exécutif Master Gouvernance territoriale et développement urbain. Et nous lançons une série de webinaires qui sont consacrés, ou en tout cas qui ont été développés à l'initiative d'étudiants de notre promotion sortante, qui ont travaillé sur des sujets qui sont directement liés à l'actualité de la crise sanitaire que nous traversons ou que nous avons traversée. Et donc, je suis très heureuse de commencer ce soir par ce débat sur la place de la téléconsultation médicale, qui donc a été organisée à l'initiative de Nathalie Mostovski, qui est l'une des participantes. Et je vais immédiatement passer la parole à Étienne Nouguez, qui anime cette table ronde. Donc, Étienne Nouguez, qui est chercheur au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po, enseignant à l'executive master et qui va introduire davantage sur le fond cette table ronde, de même que les participants. Merci beaucoup, Charlotte. Bonjour à toutes et tous. Je vais sans plus tarder introduire le sujet. Donc, comme le disait le texte d'invitation, la téléconsultation a connu de très importants développements. Alors, ces 2 dernières années plus poussifs, mais surtout ces 2 derniers mois. Avant de rentrer dans ces questions, d'abord, qu'est-ce que la téléconsultation pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de la pratiquer? Donc, la téléconsultation désigne une consultation qui peut être réalisée par tout médecin, voire depuis quelques semaines par d'autres professionnels de santé, qui sont du coup dits téléconsultants, et qui donc procèdent à distance d'un patient qui peut être lui-même assisté d'un proche ou d'un autre professionnel de santé de l'autre côté de la caméra, et donc à l'aide de moyens vidéo sécurisés. Donc, depuis 2017, l'État s'est donné pour stratégie d'accélérer le développement du numérique en santé pour mieux soigner, et le plan national d'accès aux soins se donnait pour objectif de, je cite, libérer les usages. Parmi les nombreux objectifs qui étaient poursuivis, il s'agissait notamment de lutter contre les déficits en offre de soins, ce qu'on a coutume d'appeler les déserts médicaux, de permettre à des patients immobilisés de garder un contact avec leur médecin, ou à des médecins qui n'avaient pas les moyens de se déplacer, de garder un contact avec leurs patients à leur domicile. Donc, en septembre 2018, la télémédecine a été inscrite dans le droit commun, et la téléconsultation médicale, qui est en fait la première des formes mises en œuvre, est devenue remboursable potentiellement pour tous les patients usagers. Pourtant, depuis 2018, en fait, la téléconsultation a rencontré d'énormes difficultés pour se développer. À fin septembre 2019, il y avait seulement 60 000 téléconsultations qui avaient été facturées, très très loin de l'objectif de 500 000 téléconsultations qui était fixé pour la fin de l'année 2019, voire du million qui était escompté pour 2020. Donc, mars 2020, je ne vais pas vous apprendre que nous avons croisé une très grande pandémie. Et il y a eu donc l'épisode du confinement qui a conduit à une véritable explosion du nombre de téléconsultations, puisque l'assurance maladie a annoncé le chiffre d'1 million de téléconsultations en une seule semaine, sachant qu'on avait eu 60 000 en presque 10 mois. Ça représentait environ 28% de l'ensemble des consultations contre 0,1% entre le 2 et le 8 mars. Et dans le même temps, les consultations de ville diminuaient très fortement, les consultations physiques. Alors, les chiffres varient entre 20 et 40%. On n'a pas de données très précises parce que ça dépend des panels. Mais donc, il y a eu une très grande baisse du nombre de consultations physiques. Donc, la téléconsultation soulève un très grand nombre d'enjeux qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui.
des questions sur les usages qu'en font à la fois les professionnels et les patients, des conséquences de la téléconsultation sur la continuité, mais aussi la qualité des soins fournis, son rôle dans la coordination des professionnels et la cohérence du parcours de soins du patient, et évidemment ses effets sur les dynamiques territoriales, puisqu'on introduit de la distance, donc il y a des enjeux notamment entre la place du local et du national dans la gestion de la téléconsultation. Alors, pour aborder tous ces enjeux, je ne sais pas si on aura le temps de tous les parcourir en 1 heure, mais on va essayer. Nous avons réuni donc 3 intervenants. Nathalie Mostovski, donc, qui est directrice associée de l'agence Oresis, qui est donc une agence de conseil en management des projets de transformation d'organisation et des systèmes d'information. Nathalie a participé à plusieurs missions de conseil sur le déploiement de la télémédecine dans la région des Hauts-de-France. Et elle est fraîchement diplômée de l'exécutive master gouvernance territoriale et développement urbain de Sciences Po, où elle a réalisé un mémoire d'études passionnant sur justement les freins et les leviers au déploiement de la télémédecine dans les Hauts-de-France. Nous avons aussi avec nous le docteur Laurent Ponce, qui est omnipraticien à Saint-Nazaire, qui est vice-président de l'Union régionale des médecins libéraux des Pays de la Loire, et qui est fondateur et co-constructeur du site omniprat.org. Donc, on vous mettra les liens utiles en parallèle de cette conférence. Et donc, Dr Ponce a réalisé à la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie et de l'Union régionale des professionnels de santé des Pays de la Loire un kit qui s'appelle donc le kit e-santé, qui est à destination des professionnels de santé et où il présente à la fois les modalités de mise en œuvre des outils de téléconsultation et de téléexpertise, et où il fait des comparatifs entre les différentes offres numériques à l'heure actuelle. Et enfin, Ronan Rouquet est responsable du système d'information de santé à l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, et il accompagne la mise en place des politiques publiques de développement du numérique en santé depuis 2013. Il a par ailleurs contribué à plusieurs communications sur le thème de la e-santé en général et de la télémédecine en particulier. Et si j'ai bien compris, il participe actuellement à une commission nationale de réflexion sur le déploiement des plateformes de santé. Donc, je vais vous passer la parole sans plus tarder, mais juste avant ça, si parmi les spectateurs, vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'onglet Conversation de Zoom, où il y a un onglet aussi questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura à la fin de la table ronde, on consacrera 20-25 minutes à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Donc, première question pour les gens qui ne sont pas familiers du secteur, je la pose à Madame Mostovski. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur tous ces termes que j'ai employés un peu rapidement, e-santé, télémédecine, téléconsultation, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, mais qui sont pour le commun des mortels un peu obscurs, et surtout revenir sur les enjeux que soulève ce type d'outils. Tout à fait. Donc, effectivement, pour les béotiens, hein, on s'y perd un peu entre les différents termes. Et en fait, concernant l'e-santé, la télémédecine et la téléconsultation médicale, en fait, on est dans une logique, on va dire, d'emboîtement. On peut d'abord parler de l'e-santé ou la santé numérique, qui en fait est un terme qui recouvre de façon très large un vaste domaine d'application des technologies de l'information et de la télécommunication au service de la santé. Et donc avec la santé qui ici est prise au sens large, selon l'OMS, d'état complet de santé et de bien-être physique, mental, social. Donc ce qui fait que sous ce terme e-santé, on va trouver vraiment différents types de solutions. Par exemple, tous les logiciels métiers des professionnels de santé. On va y retrouver aussi les applications de santé mobile et des objets connectés, mais aussi des logiciels en ligne pour les patients, pour leur bien-être ou aussi, voilà, qui ne font pas forcément appel derrière à des professionnels de santé, mais qui sont englobés dans ce vaste périmètre de e-santé. Alors, pour ce qui est de la télémédecine, en fait, c'est
ça va être un des domaines de l'e-santé qui, lui, est bien défini et qui est réglementé en France. Donc, je pense que Ronan Rouquet nous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Donc, le Code de la santé publique définit 5 types d'actes médicaux qui utilisent les technologies de l'information et de la télécommunication et qui sont donc des actes de télémédecine. Donc, on a la téléconsultation qui est un de ces 5 actes. Et donc, c'est vraiment une pratique médicale qui va permettre à un professionnel de consulter un patient à distance, sachant que le patient lui-même peut être seul ou avoir à ses côtés un professionnel de santé qui l'assiste et qui assiste aussi, pour le coup, le professionnel effecteur de la téléconsultation qui est à distance. Et après, sans entrer dans le détail, on a également en télémédecine donc 4 autres actes qui sont la téléexpertise, donc qui va permettre à un professionnel médical de solliciter l'avis d'un autre professionnel médical expert. On a la télésurveillance médicale qui, elle, permet à un professionnel médical d'interpréter à distance des données nécessaires au suivi du patient pour prendre des décisions sur sa prise en charge. On a la téléassistance médicale, donc qui permet à un professionnel d'assister à distance un autre professionnel au cours de la réalisation d'un acte. Et puis, on a également des réponses médicales mises en œuvre dans le cadre de la régulation médicale lors des appels du SAMU ou du 15. Voilà. Donc, on a vraiment des actes qui sont bien définis. Et en France, donc, la pratique de la télémédecine et de la téléconsultation en particulier est soumise au respect de certaines conditions qui sont liées aux droits fondamentaux du patient et également à l'inscription de la téléconsultation dans le parcours de soins du patient. Donc, on va avoir des requis, des conditions, le consentement, l'authentification, le report des comptes rendus et des prescriptions médicamenteuses dans le dossier médical, et puis également toute la prise en charge financière des actes, donc qui amène des sujets de tarification par l'assurance maladie. Et donc, en termes d'enjeux, Étienne a commencé à l'évoquer, au niveau de la politique nationale en termes de santé publique, l'e-santé est vue vraiment aujourd'hui et depuis déjà quelques années comme une solution pertinente pour contribuer à relever des nombreux défis du système de santé, donc l'accès aux soins pour tous, la modernisation du système de santé, sa pérennité économique, et notamment une opportunité pour renforcer l'accès territorial aux soins. Mais c'est aussi perçu, donc, pour une part des acteurs et pour l'ensemble du système, comme en quelque sorte une menace aussi, puisqu'en face de ces opportunités, on peut aussi avoir des risques à la fois sur la qualité des soins délivrés et puis sur les coûts des pratiques médicales. Et d'autant que finalement, parallèlement à ces enjeux de santé publique, on a également des enjeux en termes de politique industrielle sous-jacents, puisque la filière e-santé est aussi identifiée économiquement comme un secteur émergent et stratégique à développer. Voilà, donc par rapport à tout ça, l'État s'est doté d'une stratégie nationale pour développer, mais aussi encadrer l'e-santé, avec une feuille de route nationale, donc Ma Santé 2020, qui a l'ambition d'accélérer le virage numérique en santé. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que, de fait, elle donne à la fois des orientations nationales fortes pour déployer la télémédecine dans les territoires et en même temps, elle mise sur l'initiative territoriale avec une certaine autonomie au niveau des régions pour construire et mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins des territoires et des régions. Ok. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Ronan Rouquet, peut-être pour revenir justement sur ces réglementations et
les outils techniques qui ont été mis en place par le gouvernement et les agences régionales de santé avant l'épidémie de Covid. Je passe la parole. Oui, merci Étienne. Alors, en effet, finalement, la médecine à distance, c'est une activité qui est assez ancienne dans les pratiques des professionnels de santé. Dès les années 1900, on voyait qu'existait déjà la transmission d'un ECG à distance, même si à l'époque la distance était 1,5 km. On avait aussi, dans la fin des années 50, les premières consultations en psychiatrie qui pouvaient se faire, toujours avec une distance limitée à 180 km, mais on voit que finalement, cet aspect d'une consultation en présentiel avait déjà évolué. En revanche, ce qu'on peut noter en France, c'est que le cadre juridique de la télémédecine s'est construit en 4 temps qui sont assez récents. On a d'abord eu une première période, qui est la période 2004-2010, où s'est construit le cadre juridique de la télémédecine, puisque n'existait pas de cadre avant le début des années 2000. D'abord par l'intermédiaire d'un rapport qui s'appelait le rapport de Pierre Simon, qui dressait un état des lieux de la télémédecine en France, en identifiant notamment les freins, qui étaient l'absence de formation des professionnels de santé, l'absence de modèle économique, l'absence de prise en compte de problématiques techniques et la nécessité de pouvoir travailler sur les organisations, qu'il s'agisse des établissements hospitaliers ou de la médecine libérale. Suite à cela, ça a été dit par Nathalie, en 2009, première définition de la télémédecine dans la loi, définie comme une forme de pratique médicale à distance. Médicale parce que la téléconsultation est une activité qui doit obligatoirement être réalisée par un médecin. Cela ne peut pas être réalisé par un infirmier ou par d'autres catégories d'acteurs. C'est un choix, c'est différent par rapport à d'autres pays comme le Québec qui ont une notion plus large, mais en tout cas, on a vu la première brique juridique se poser. En 2010, autre évolution, mise en place d'un décret qui présente les 5 actes de télémédecine. La téléassistance, la régulation médicale, la télésurveillance, la téléexpertise et enfin la téléconsultation, c'est-à-dire une consultation entre un professionnel médical d'une part et un patient, le patient pouvant être accompagné ou non d'un professionnel de santé, et cela se faisant au moyen des technologies de l'information, c'est-à-dire avec une solution numérique. Le deuxième grand temps, donc, à partir des années 2010, ça a été de 2010 à 2013, l'émergence de la télémédecine en France, avec des expérimentations qui ont été menées notamment dans le secteur hospitalier. Alors, 5 priorités ont été identifiées par le ministère à cette époque en se fondant sur 2 axes. D'abord, sur l'état de maturité des projets, il s'agissait de mettre en avant plutôt des projets qui étaient considérés comme ayant un fort potentiel générateur d'actes, l'imagerie d'une part bien sûr, la prise en charge de l'AVC et la prise en charge des personnes détenues. Le deuxième axe se fondait sur les enjeux de santé publique, avec l'objectif d'améliorer la prise en charge pour les maladies chroniques, donc la mise en place de projets de télémédecine plutôt pour les patients insuffisants respiratoires, insuffisants cardiaques, insuffisants rénaux ou diabétiques. Et enfin, des enjeux de santé publique dans les structures médico-sociales, les EHPAD en particulier en France, c'est-à-dire pour les personnes âgées qui sont dans un endroit d'habitation qui n'est pas forcément leur domicile, type maison ou appartement, mais dans un lieu dédié. En région, à cette époque, ce sont les ARS qui sont chargés d'élaborer un programme régional de télémédecine en s'inspirant de ces 5 grandes priorités nationales. Ce qui fait que la télémédecine aura évidemment un développement différent d'une région à l'autre en fonction des volontés des ARS de miser, si l'on peut dire, sur le potentiel ou non de la télémédecine. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'à fin d'année 2012, donc 3 ans après l'émergence de ces plans, 330 projets de télémédecine ont été recensés en France. Seul 1 sur 2 était opérationnel. Et 53% des projets étaient exclusivement hospitaliers, c'est-à-dire entre un hôpital et un autre hôpital. Et 96% concernaient au moins un établissement de santé. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce second temps, la construction de la télémédecine s'est plutôt fait autour des hôpitaux. Ce qui a engendré un 3e temps dans le développement de la télémédecine sur la période 2013 et 2018, c'est la volonté d'ouvrir la télémédecine au monde libéral et au secteur médico-social, en particulier les EHPAD, avec la mise en place d'un programme intitulé à l'époque ETAP, qui visait à mettre en place des expérimentations durant 4 ans pour fixer une tarification préfiguratrice des actes de télémédecine. Généralement, il était considéré que comme la télémédecine était un acte qui n'était pas remboursé à cette époque, il était difficile pour les professionnels de santé de pouvoir investir du temps, parce qu'il faut apprendre quand même, il faut se former, investir des moyens dans des solutions technologiques pour au final ne jamais être rémunéré. Donc, ces expérimentations avaient pour but de tester ces nouvelles tarifications. Suite finalement à de nombreuses modifications de ce programme, le développement a été en demi-teinte, dirons-nous.
il y a eu beaucoup d'évolutions durant cette période de 2013 à 2018 à différents niveaux. D'abord au niveau juridique. Les cahiers des charges ont été publiés en retard. Certains ont été abrogés, d'autres remplacés d'une année sur l'autre, ce qui ne rendrait pas le cadre juridique suffisamment visible. Des difficultés au niveau économique, puisque le niveau de la rémunération de l'acte de téléconsultation a pu varier au cours des années. Une troisième modification au niveau territorial, puisque ces expérimentations devaient être menées au niveau de 9 régions à la base, puis finalement au niveau de l'ensemble du territoire national. Et enfin, des modifications au niveau du périmètre visé, puisqu'au départ du programme, nous étions sur des pathologies ciblées, la prise en charge par exemple des plaies complexes en dermatologie, a finalement un cadre beaucoup plus large avec une logique d'actes généraux transverses. On le voit, très peu d'actes ont été rendus durant cette période, faisant que la Haute Autorité de Santé, chargée d'évaluer le bilan de ce dispositif, a estimé en 2018, je cite, que le démarrage des expérimentations n'étant pas effectif à ce jour, la Haute Autorité de Santé n'a pas été en mesure d'en réaliser l'évaluation. Donc, on voit bien finalement un premier temps qui n'a pas été conclusif en termes d'usage, faisant qu'un quatrième temps de la télémédecine a émergé sur la période 2018 à février 2020, avant la crise Covid, qui est le remboursement des actes de téléconsultation dans le droit commun. L'objectif étant que tout médecin réalisant une téléconsultation puisse être rémunéré pour cet acte, considérant que ce frein levé de la télémédecine faciliterait le recours à la téléconsultation sur le territoire. Les principales mesures qui ont été prises durant cette période portent sur 6 axes. Le premier, c'est la pertinence de l'acte. Le recours à la téléconsultation relève de la seule décision du médecin et donc tout patient est éligible à la téléconsultation si le médecin estime pertinent de réaliser ce type d'acte. Le deuxième élément, c'est que la rémunération des actes de téléconsultation se font au même montant que les consultations en présentiel. On considère donc qu'il n'y a pas de différence entre une consultation en présentiel ou une consultation à distance. Le troisième point, c'est que la téléconsultation doit être respectée dans ce que l'on appelle le respect du parcours de soins. C'est-à-dire, en synthèse, le fait que le patient doit être connu du médecin téléconsultant. Le quatrième élément, qui est plutôt d'ordre technique, consiste à dire que la téléconsultation doit être réalisée avec une vidéotransmission sécurisée. On a beaucoup parlé de 2 types finalement de télémédecine à l'époque. Certains en ont peut-être entendu parler. C'est ce qu'on appelait la téléconsultation avec des chariots ou la téléconsultation avec des mallettes, qui consistait finalement à avoir un outil de visio à distance, comme on pourrait l'avoir avec Skype aujourd'hui, mais en plus de ça, avec des dispositifs biomédicaux, ce qu'on appelle un stéthoscope connecté, un otoscope connecté, un tensiomètre. Généralement, un infirmier était à proximité du patient, posait ces outils biomédicaux sur le corps du patient et le médecin à distance pouvait l'interpréter. On voit que c'est quelque chose qui peut être peut-être plus qualitatif, mais plus complexe à mettre en œuvre. Le cadre juridique de la télémédecine aujourd'hui dit que simplement une vidéo sécurisée et un échange d'informations de données de santé sécurisées est suffisant pour être considéré comme de la téléconsultation et être remboursé. L'autre axe, enfin, qui a permis d'améliorer également le recours à la téléconsultation a été le fait que les accompagnants du patient, infirmiers par exemple, ou pharmaciens, peuvent être rémunérés lorsqu'ils accompagnent un patient lors de la réalisation d'une téléconsultation. Voilà, si l'on peut dire, cette évolution du cadre qui s'est faite en 4 temps. En synthèse simplement, la construction d'un cadre juridique, une ouverture au monde hospitalier, une première tentative d'ouverture au monde libéral et médico-social, et qui s'est plutôt concrétisée à partir de 2018 avec un remboursement des actes de télémédecine pour l'ensemble des médecins. D'accord, merci beaucoup. Docteur Ponce, on a vu du côté des pouvoirs publics cette volonté de faciliter le recours des médecins à la téléconsultation et de rendre ça finalement équivalent à la consultation. Comment vous avez vu cette période, donc avant le Covid, du point de vue des médecins et de la praticité d'usage ou des types d'usages qui pouvaient être faits de la téléconsultation? Alors, juste une petite remarque par rapport à l'introduction tout à l'heure, c'est que le kit e-santé a été fait par un groupe, c'est l'association Kit Médical, je n'ai pas fait tout seul. Je fais partie d'un des groupes et ce n'est pas moi qui suis le président non plus, c'est Thomas Bamer, donc je n'ai pas fait ce travail tout seul. Non, c'est important quand même parce qu'on a une équipe derrière. En ce qui concerne la téléconsultation, là ici on a Ronan Rouquet qui va nous rappeler le long parcours qui a eu lieu
qui est parti des chariots, des cabines, d'un truc énorme pour revenir à un truc simple, ce que l'on fait aujourd'hui par Zoom, qui est une téléconsultation d'ailleurs aujourd'hui. Je ferai une ordonnance à la fin de la consultation. Mais on est sur quelque chose de simple et c'est ce qu'on a demandé depuis le début. Et l'ARS nous a fait des propositions qui étaient assez difficiles. On a eu, je me souviens, c'était dans les années 2010-2011, on s'est retrouvé avec en septembre une enveloppe en disant il faut faire la téléconsultation, faire de la télémédecine en libéraux. Vous vous rendez compte, les spécialistes l'ont fait à l'hôpital. Au niveau libéral, il n'y a rien, mais c'est pour novembre. Donc, il faut faire ce cahier des charges pour novembre. Non, désolé, ça ne tombe pas dans la bonne saison. On arrive dans la période un petit peu difficile. Ce n'était pas le Covid, c'était la grippe ou les angines qui arrivaient. Mais donc, on ne peut pas se permettre, nous, libéraux, de pouvoir créer comme ça des monstres et des machines. On voulait quelque chose de simple et ça a mis beaucoup de temps à se créer. Et en effet, on a passé pratiquement 10 ans à regarder de loin ce qui se passait chez les autres. Certains spécialistes y sont un petit peu mis, notamment les radiologues, parce que ils avaient déjà besoin d'un travail sur plusieurs sites, donc ils travaillaient déjà à distance, ce qui a fait permis d'ailleurs à certains, c'était assez rigolo, c'est qu'il y a des Américains qui viennent travailler en France pour vivre 2 jours et puis travailler chez eux de nuit. Donc on a des tas de petits biais de téléconsultation qui se sont un petit peu organisés avec les radiologues. Et puis ensuite, on a les hospitaliers qui ont pris toute la place, qui ont pris tout le marché. Ils avaient du matériel, ils avaient vraiment du temps, ils avaient des professionnels qui étaient là pour ça. Ils avaient une infirmière qui était dédiée, ils avaient des EHPAD qui étaient à leurs genoux, donc ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc nous, on a attendu, et tout doucement, ça s'est libéré, tout doucement, on s'est tourné un petit peu vers nous pour pouvoir découvrir la téléconsultation grâce à des structures qui existent aujourd'hui sur le marché, qui nous ont libéré ça il y a maintenant 2 ans, notamment la plus grande dont on a entendu parler ces derniers temps. Mais voilà, on a eu vraiment des organismes qui nous ont aidés parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, on n'avait pas de caméra, on n'avait rien, on ne savait pas comment fonctionner. On a une grosse difficulté qui est, nous on a un frein d'abord. En 1974, le cadre de la consultation remboursée a été posé dans lequel un généraliste, pour qu'il puisse facturer un acte, il faut qu'il fasse au moins un examen du patient. Il faut qu'il touche quelque chose. Je regarde le bout du doigt, je regarde le nez, je fais quelque chose. Donc j'ai touché, c'est un acte. Si je n'ai pas touché, ce n'est pas un acte. Et là-dessus, on nous propose de faire une consultation vidéo à distance qui est facturée. Et en plus, le problème, c'est qu'on n'a pas la carte vitale et on n'a pas le moyen de facturer à distance. Et il faut que l'on trouve le moyen de facturer à distance. Après, là où on n'a pas compris, c'est que l'ensemble des études qui ont été faites, notamment pour les plis chroniques, notamment pour les patients insuffisants cardiaques, ça a été fait sur des études hospitalières qui ont montré le bénéfice, l'économie réalisée par la diminution des transports. Donc, c'est les transports en ambulance qui ont chuté. D'ailleurs, les ambulanciers ont fait la tête quand ils ont vu arriver ça, puis ils se sont dit on va être fichus. C'est les économies faites sur les transports qui ont permis de pouvoir dire que la téléconsultation serait rentable. Mais nous, au niveau libéral, on n'a pas de transport. Les gens, ils viennent chez nous ou on va chez eux. On n'a pas bien vu comment on pouvait s'organiser avec les gens qui étaient à domicile parce que c'est souvent des personnes âgées qui n'avaient pas Internet et qui n'avaient pas la possibilité non plus d'avoir de smartphone. On a essayé vraiment de comprendre, à l'Union, de comprendre quels étaient les enjeux et on n'a pas réussi pendant des années à mettre dans le cadre. On nous proposait un outil, on nous disait de nous libérer d'un outil, mais on ne savait pas quoi en faire. Il ne faut pas oublier que la consultation aujourd'hui, elle est toujours 1 pour 1. Une consultation présentielle, c'est 16 minutes. Bonjour, hop, j'ouvre la porte, au revoir, je ferme la porte, 16 minutes. Une consultation en visio, en moyenne en France, c'est 7 minutes. Mais 7 minutes, je mets en route la vidéo, 7 minutes, j'éteins la vidéo. Par contre, c'est comme en musique, on a le silence qui suit fait partie de la musique. Et bien nous, le silence qui suit après, là, les quelques minutes qui restent, là, les 7 minutes qui restent, c'est le temps de facturation, c'est le temps d'aller sur Amélie Pro pour essayer de faire cet itinéraire de travail avec des clics qui ne sont pas évidents. C'est le temps de pouvoir envoyer la feuille de soins au patient parce qu'il n'y a pas de carte vitale, donc il faut trouver un moyen d'envoyer la feuille de soins au patient. C'est le temps également de lui envoyer l'ensemble des ordonnances signées, voire de les faxer parce que la sécurisation, ça ne marche pas par les systèmes qui existent aujourd'hui. On a des plateformes qui nous ont aidés à mélanger, à associer tout ça. Ce n'est pas complet, mais associer. Les plateformes ont commencé depuis d'ailleurs le Covid à faire des feuilles de soins par copie, par système dématérialisé qui n'existait pas, qui était interdit d'ailleurs, qui a été juste libéré pendant la période Covid. Et donc, on se retrouve avec un monstre qui nous demande une réflexion, sachant qu'on a déjà notre métier qui est assez complexe, on a nos logiciels métiers qui sont complexes, on a le site Amélie Pro qui est complexe, on a nos agendas qui sont complexes, et en fait, on n'arrive plus à tout gérer. Donc, au bout d'un moment, on reste sur ce que l'on connaît et on fait la tête. Et surtout que lorsqu'on discute entre nous, quand on nous parle de cas d'usage, eh bien, les cas d'usage, c'est l'infarctus. On ne va pas gérer l'infarctus par téléphone, on ne va pas gérer l'appendicite par visio, comment pouvoir examiner un ventre. Donc, on est vraiment dans le refus complet de la téléconsultation. Et puis, tout doucement, certaines plateformes arrivent, nous aident. La sécurité sociale nous aide aussi en libérant des actes, en libérant des consultations. Et puis, on se dit, finalement, le 15, il le fait très bien. Le 15 arrive à faire un infarctus par téléphone. Il sait aussi gérer l'appendicite par téléphone. Donc, on peut nous aussi faire d'autres choses. Et on s'est tourné vers des cas d'usage un petit peu plus simples, des cas d'usage pour lesquels on pouvait ne pas avoir de risque majeur. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup.
Et tout doucement, on se rend compte que la téléconsultation peut faire partie maintenant, fait partie de notre paysage. En tout cas, c'est une aide aujourd'hui à notre consultation, mais elle ne peut pas encore remplacer une consultation complète, c'est-à-dire que dans l'absolu, j'ai une consultation physique, une téléconsultation, mais je ne peux pas mettre deux téléconsultations dans une consultation physique, c'est-à-dire que je ne peux pas me dédoubler, il y a toujours un pour un. Donc, je ne vais pas avoir la possibilité de me multiplier pour pouvoir aller travailler dans les zones déficitaires et pour pouvoir aider les patients qui sont en zone déficitaire. Ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est que les patients qui s'en vont loin de la région où on travaille, on va pouvoir aller les chercher et les garder encore un petit peu pour les aider autant qu'ils trouvent un médecin sur place. Mais on n'a pas encore la possibilité technique de pouvoir faire comme ça de l'abattage sur des consultations. Sur du conseil, oui, on peut faire un conseil, prenez un Doliprane, c'est bon, c'est facile. Mais sur du soin avec le remplissage du dossier médical, avec parfois le remplissage du DMP en plus, on a un temps qui est beaucoup trop long et qui nous fait quand même un quart d'heure, 20 minutes. Donc, on n'a pas gagné de temps, on ne pourra pas aller pour autant remplir ce qui était quand même l'enjeu au départ. Hein, excusez-moi, je termine. L'enjeu, c'était quand même de faire en sorte qu'on puisse avoir accès aux zones défavorisées et on n'aura pas le moyen de libérer par la téléconsultation une autre consultation de plus. Ok, merci. Madame Mostowski, peut-être revenir sur la base du mémoire que vous avez réalisé, des missions que vous avez réalisées sur le déploiement de la téléconsultation et de la télémédecine dans les Hauts-de-France. On a bien vu donc les enjeux pratiques pour les médecins que nous a présenté le docteur Ponce, mais est-ce qu'il y a d'autres freins et quels étaient finalement les principaux freins avant le Covid que vous avez identifiés dans le déploiement de la téléconsultation? Votre micro est coupé en fait. Pardon, voilà, je l'ai redit. Oui, donc moi j'ai pu observer comment se passait le déploiement avec ce besoin de réussir à passer de la phase d'expérimentation à la généralisation et à une massification en fait de la téléconsultation. Et donc, et aussi avec le regard d'avoir l'expérience des projets de transformation digitale aussi dans d'autres secteurs, et ce qui m'a permis d'identifier finalement trois grandes causes au faible développement dans ce démarrage de la généralisation avant le Covid. Donc, il y a une première grande cause donc, qui est liée à l'évolution du législatif, de tous les aléas sur les processus liés au cadre juridique qu'a évoqué Ronan Rouquet. Le deuxième point, c'est la question de la maturité technologique, mais c'est une maturité qui est aussi indispensable pour permettre de passer de l'expérimentation au déploiement industrialisé. Et puis le troisième grand sujet qui finalement est presque le principal, c'est la question de l'adoption des usages de la téléconsultation. Donc je vais développer un petit peu chacun de ces trois points. Donc le frein d'ordre législatif, je ne vais pas trop y revenir parce que ça a bien été évoqué. On voit qu'il y a tout un processus de mise en place de la réglementation et puis des négociations associées, en particulier sur la tarification, qui ont fait que finalement, avec aussi les aléas de ces calendriers, ça a introduit de la lenteur et en tout cas des délais se sont allongés dans certains cas et ont été aussi contraignants dans la mise en œuvre de cas d'usage, même si c'est des cas d'usage qui avaient été identifiés comme prioritaires ou comme étant les plus porteurs en termes de généralisation de la téléconsultation. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Après, sur les freins technologiques, on peut parler d'une technodépendance en fait du calendrier de déploiement qui est lié d'une part au manque de maturité de l'offre industrielle et de la difficulté aussi du marché à fournir à grande échelle. Alors, ce n'est pas surprenant parce qu'en fait, on est vraiment sur des sujets innovants, donc sur des solutions digitales innovantes et qui doivent vraiment passer d'une situation d'expérimentation. Donc, on a vu, il y en a eu plein, mais maintenant à un modèle industrialisé pour être généralisé.
Et ce qu'on constate, c'est que les fournisseurs, ils sont en fait encore en train de construire et construisent au fur et à mesure des solutions pour qu'elles soient effectivement déployables à grande échelle et surtout interopérables, parce que la téléconsultation, on l'a aussi évoqué à travers les propos du docteur Ponce, elle doit s'interconnecter avec plein d'autres briques du système d'information de santé. Voilà, donc il y a des plateformes de systèmes d'information de santé qui sont en cours de construction et avec en plus certaines complexités parce qu'il faut combiner, réussir à orchestrer des services nationaux et puis des plateformes ou des offres régionales. Il y a donc pas mal de sujets techniques à régler, d'architecture, de règles d'interopérabilité, de management de données, de sécurité, etc. Et puis également des services logiciels à développer pour que les outils embarquent toutes les fonctionnalités qui vont permettre à la téléconsultation de se dérouler de façon très fluide pour les utilisateurs et pour les médecins en particulier. Donc la prescription, la prise de rendez-vous, l'interfaçage avec le dossier médical, de paiement, etc. Donc finalement, on voit que le planning de déploiement, il est pas mal contraint par la capacité à fournir des logiciels et des matériels par des acteurs qui sont aussi émergents sur le marché et pour qui une certaine absence, ou les incertitudes sur le modèle économique freinent clairement aussi les réalisations, en tout cas les amènent à rester prudents sur les investissements dans leur capacité à fournir, à déployer. Donc ça constitue un frein. On peut ajouter aussi les contraintes liées à l'équipement réseau du territoire. Donc parce que évidemment la connexion informatique est de qualité, elle est nécessaire. Donc aujourd'hui, on le sait, il y a tout un plan de développement du haut débit en France, mais ce n'est pas encore abouti. Donc l'inéligibilité technique en fait des acteurs, c'est aussi un facteur de délai. Et on peut dire que ça va être encore un facteur limitant au mieux jusqu'en 2022, puisque ce sont les échéances aussi pour le plan France très haut débit. Donc ça, c'est les aspects technologiques. Et puis le frein principal, finalement, parce que ça va être l'adoption des usages et par les professionnels et les patients, les professionnels en premier lieu, parce que c'est quand même eux qui offrent aussi cette possibilité à leurs patients. Puisqu'en fait, ce qu'on constate, c'est que même quand les conditions financières et techniques sont réunies et levées, on va dire, les contraintes sont levées, il y a une difficulté à se passer à la pratique de la pratique en fait de la téléconsultation. On a pu constater qu'il y avait un vrai sujet d'acculturation et de mobilisation des professionnels de soins, avec des difficultés à recruter des professionnels de soins. Alors, on comprend avec des freins à s'embarquer, je dirais, dans la téléconsultation qui sont entendables et certainement liés peut-être à une méconnaissance de la téléconsultation, à des incertitudes sur son apport de valeur, un manque de disponibilité pour se former, par exemple, et aussi, comme vous l'évoquez, docteur Ponce, des craintes d'avoir encore un nouvel outil chronophage à intégrer dans ses pratiques quotidiennes. Et puis, le manque de visibilité également sur les conditions de financement. Donc, globalement, on sent bien qu'il y a un besoin d'acculturation aux outils numériques et aux nouvelles pratiques de télémédecine. Et l'autre point, je pense, très important en termes d'adoption, c'est la problématique de l'organisation, en fait, autour de la téléconsultation entre les professionnels de soins, puisque la téléconsultation amène à mettre en place des nouveaux modes de travail collaboratifs autour du patient. Alors, nouveau ou à remettre en place et elle ne peut pas, elle peut se faire s'il y a vraiment du leadership et de la coordination, une volonté de s'organiser ensemble pour offrir ce service de téléconsultation. Et finalement, le volet organisationnel dans ces projets,
il passe un peu à la trappe et il est un peu orphelin par rapport aux aspects technologiques. Donc, le constat, c'est qu'il y a vraiment une grosse marche à franchir en termes de conduite du changement et d'accès au numérique. D'accord. Et pourtant, ça a explosé donc, pendant cette période de confinement. Donc, est-ce que c'était l'état d'urgence? Est-ce que c'était des mesures qui ont été prises? Donc, je voudrais passer tout de suite la parole à Ronan Rouquet pour revenir justement sur en quoi l'état d'urgence sanitaire a modifié les conditions et a pu faciliter le déploiement de cette téléconsultation. Puis ensuite, on ira voir le docteur Ponce pour qu'il nous explique aussi comment, du point de vue des médecins, la téléconsultation a pu apparaître comme une réponse au Covid. Juste, donc, je voudrais rappeler, donc, vous pouvez poser des questions via l'onglet conversation. Et puis, comme le temps file, on va sans doute aller vers des réponses plus courtes à mes questions, mais je pense que c'était important de poser ces grands enjeux et pour comprendre aussi pourquoi le confinement et le Covid ont changé les choses. Alors, on le sait, il y a eu une politique nationale qui a été très volontariste pour faciliter le recours à la médecine à distance durant la période Covid, avec deux objectifs que tout le monde comprendra assez aisément. Le premier point, c'était de faciliter l'accès aux soins à distance. Le second, de limiter les déplacements de patients et les contacts, puisqu'on était dans cette logique, bien sûr, de confinement et de maintien à domicile des patients et des personnes. Pour ce faire, on peut considérer que finalement, il y a eu trois grandes évolutions. La première, ça a été de faciliter le recours des médecins à la téléconsultation, avec une simplification des conditions de prise en charge. On l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de la téléconsultation avant la crise, le patient devait nécessairement être connu du médecin de téléconsultant. Depuis la crise Covid, pour les patients infectés ou symptomatiques de Covid-19, le patient n'a pas à être connu du médecin téléconsultant, l'objectif étant de faciliter le recours le plus possible à une consultation à distance. Le deuxième élément également, c'est que des lignes directrices de la téléconsultation pour les patients symptomatiques ont été élaborées au niveau national, à la fois par le ministère et les représentants des professionnels de santé, pour donner des lignes principales dans la prise en charge que pourrait avoir un médecin lorsqu'il rencontre à distance un patient symptomatique. À ces simplifications des conditions de prise en charge, un élargissement des conditions d'accès également aux outils de télémédecine. D'une part, le fait de confirmer la possibilité de recourir aux outils de vidéo grand public. On parlait beaucoup avant de solutions de téléconsultation spécialisées et orientées sur cela. Là, la porte a été ouverte plus facilement à l'utilisation de solutions comme Skype, comme WhatsApp, comme FaceTime, que chacun connaît tous, peut-être comme Zoom d'ailleurs pour certains praticiens. Dispositif donc plus léger, grand public, sans nécessité d'installer des dispositifs particuliers sur son poste. Donc, toujours cette logique, simplification. L'autre grand élément, c'est à partir du 4 avril, donc un mois après le début de la crise, la possibilité de recourir à de la téléconsultation par téléphone. Jusqu'à présent, la téléconsultation, on l'a dit, se faisait uniquement par vidéo. Depuis cette date, pour les patients symptomatiques, une consultation par téléphone était considérée comme éligible. L'objectif étant que des patients qui n'ont pas accès aux technologies numériques, qui n'ont pas de matériel de type smartphone, qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou qui habitent dans une zone où le débit est assez faible, et bien de pouvoir quand même, pour ces personnes les plus précaires et souvent les plus éloignées de l'accès aux soins, disposer d'une consultation à distance avec un médecin. L'autre point enfin, c'est la possibilité pour le ministère qui a mis en place un référencement des solutions de télémédecine. On a eu un développement assez fort de l'ensemble des offres et le ministère a souhaité pouvoir permettre aux professionnels d'avoir une visibilité sur l'ensemble des offres existantes sur le marché. Donc, aujourd'hui, sur le site du ministère, chaque professionnel peut voir l'ensemble des solutions de télémédecine existantes. Ces solutions n'étant pas simplement référencées, elles disposent également d'un score sécurité sur la base d'un questionnaire qui a été passé, allant de 1, niveau de risque, niveau de sécurité faible, à 10, niveau de sécurité maximum. On notera qu'aujourd'hui, un tiers des solutions référencées sont considérées comme disposant d'une sécurité assez faible. L'autre point, donc, faciliter le recours pour les médecins à la téléconsultation.
Le second grand volet, c'est l'élargissement du périmètre des professionnels pouvant réaliser des actes à distance. On a parlé pour l'instant de la téléconsultation pour les médecins. Eh bien, élargissement durant la crise aux actes à distance pour les sages-femmes, pour les orthophonistes, pour les ergothérapeutes, pour les psychomotriciens, pour les masseurs kinés, pour les infirmiers, toujours dans cette logique de limiter les contacts entre les professionnels de santé et les patients et d'éviter les déplacements également des patients. Donc, possibilité de faire des actes à distance pour ces nouvelles catégories d'acteurs. Et enfin, la dernière grande mesure a été la mise en place de ce que l'on peut appeler le télésuivi des patients atteints ou symptomatiques Covid. L'objectif étant qu'un médecin puisse suivre à distance des signes cliniques de patients symptomatiques. Généralement, comment cela se passe en synthèse? Le patient complète 1 à 2 fois par jour un questionnaire. Comment vous sentez-vous? Comment allez-vous? Avez-vous de la diarrhée? Avez-vous des vomissements? L'ensemble de ces données sont envoyées à un médecin qui a la capacité d'interpréter à distance ces signes et de suivre l'évolution de son patient. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une question qui doit brûler les lèvres de tout le monde, c'est comment on peut faire une téléconsultation de masseur kinésithérapeute à distance. Je ne sais pas si on utilisait la fonction vibreur du téléphone. C'était peut-être les gynécos, Ponce c'est fait à distance aussi. Hein. Oui, c'est vrai que… Les consultations de gynéco, il y a plein de consultations. On se rend compte en fait que le conseil médical est une consultation. Que le conseil téléphonique qui n'est pas reconnu, qui n'est pas financé parce que ça paraît trop simple et pour le temps on prend quand même beaucoup de risques quand on est au téléphone, notamment sur des dosages de médicaments, n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il faut une vidéo. Pourquoi? Parce qu'on nous a d'ailleurs proposé un système hyper complexe pour pouvoir avoir accès à quelque chose de simple. Le 15, je le dis encore, par téléphone, ils font des choses formidables et que nous, par téléphone, on ne sait pas le faire. Donc, on n'est pas reconnu en tout cas là-dessus. Il y a eu une crainte énorme quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a des politiques qui nous ont pendant 20 ans bouffé les libéraux tous les matins. Hein. Il y a eu vraiment une volonté. Nous, on est dans des pays de la Loire. Alors, on avait, c'était Frémont, il s'appelait, il bouffait du médecin tous les matins. On a quand même une politique qu'on nous a écrasé pendant des années. En fait. Et maintenant, on nous relève parce qu'on est mort. En fait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on nous propose d'alléger la téléconsultation. On a bien vu, on parle d'un système vidéo avec le chariot, avec la cabine, avec maintenant juste le fait de prendre Skype et de pouvoir répondre. Pourquoi on l'a pas fait dès le départ? On serait parti plus vite en fait. Donc voilà, on a la téléconsultation. Je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs de point de départ, parce que sinon je vais partir en vrille. C'était pendant la période du confinement. Oui, le confinement. En dehors de la facilitation dont a parlé Ronan Rouquet, est-ce qu'il y a d'autres vecteurs qui peuvent expliquer que les médecins se soient saisis de ces outils-là et comment ils s'en sont saisis? C'est-à-dire, là, on parlait de téléphone. Est-ce que ça a été l'essentiel de ces téléconsultations? Avec quels enjeux, quels problèmes? Donc, il y a eu la peur du virus, des patients, des médecins aussi. On avait quand même les jetons. On est parti sans rien. On avait encore les vieux masques dans la cave de la grippe. Hein, donc, on avait encore ce genre de choses. Ensuite, il y a eu les médias qui ont poussé énormément. Et puis, cette liberté tarifaire. Ensuite, les grosses… Alors, je vais faire une différence entre les plateformes commerciales qui prennent un médecin salarié et les aides qui sont en fait des agendas ou bien des organisations qui sont liées à nos agendas et qui nous proposent un mode de fonctionnement de télévidéo. Donc, ces aides-là nous ont permis de nous libérer vraiment du temps et de nous simplifier les choses avec les agendas partagés de nos patients, en nous permettant d'échanger des documents. Donc, beaucoup, en quelques semaines, ils ont fait un travail énorme et en plus, ils ont fait gratuit ou alors ils ont fait remboursement après. Donc, simplification, gratuité, c'est le bonheur, quoi. Et là-dessus, téléconsultation par téléphone, qui est considérée comme une téléconsultation, donc invisible, hein, c'est un acte de TCG par téléphone. Donc là, c'est les portes qui sont ouvertes. On nous fait confiance brusquement, je ne sais pas pourquoi. Et là, on fait ce que l'on veut. Donc, je ne sais pas si tous les médecins ont pris de la vidéo. Je ne sais pas si tous les actes ont été faits en vidéo. En tout cas, le nombre de téléconsultations a augmenté. On verra bien ça avec l'arrêt à partir du 10 juillet de ces actes-là, où on va devoir refacturer la téléconsultation à la mutuelle et aux patients. On va devoir payer à nouveau la vidéo à nos groupes d'agenda qui nous le fournissent pour l'instant gracieusement. Et on risque d'avoir une petite chute au niveau des libéraux. Mais c'est vrai qu'on a vu au bout d'un moment une aubaine arriver. Là où c'était compliqué, c'est que pour le coup, on ne voulait plus toucher les patients. On nous disait, vous n'ouvrez pas la bouche, vous touchez le moins possible pour ne pas être contaminant. Donc, on s'est retrouvé avec des pathologies qui ont nécessité des prises en charge parce que les patients appelaient un premier médecin en téléconsultation, pas forcément le sien, celui qui était disponible. Puis ensuite, 6 jours après, dans le Covid, il fallait réexaminer au bout de 6 jours. Et bien, il rappelait 6 jours après, et puis le médecin qui était en face, il rediscutait, mais pareil, avec un médecin qu'il ne connaissait pas. Et on se retrouve avec des pneumopathies qui se sont mises en place parce qu'en fait,
Ça n'a pas été le médecin traitant qui a suivi le patient, ça a été un médecin qui a suivi, un médecin différent qui a suivi le patient pour finir sur une pneumopathie, sur des hospitalisations. Donc, on a quand même il faut faire attention, la téléconsultation est un outil qui peut nous permettre d'aller dans le conseil médical. Il faut faire attention à l'utilisation de sa forme commerciale pure par des médecins financés à la plateforme. D'ailleurs, on a une ubérisation qui se met en place. On a un site de remplaçants qui commence à le dire. On a des médecins qui ont des contrats à 35 € de l'heure. D'accord, c'est quand même assez étonnant. On a des remplaçants qui ont le droit de faire la téléconsultation sur certaines plateformes, alors que c'est interdit légalement, puisqu'ils sont remplaçants, mais ils ne sont peut-être pas thésés. Donc, de toute façon, ils doivent remplacer au nom d'un médecin. Donc, sur la plateforme, je ne sais pas quel est le médecin. Donc, ils peuvent le faire quand même à 12,50 € la consultation, donc moitié prix. Pourquoi eux? Parce qu'ils sont remplaçants peut-être. Donc, on a vraiment, par l'intermédiaire des plateformes financières qui salarient ou qui utilisent ces médecins-là, quelle que soit l'heure, un risque de dégradation de la médecine, avec des gens qui vont penser à faire du conseil médical. Il ne faut pas oublier que dans ce conseil médical, on va dire, on voit très bien pour la grippe, allez voir votre médecin dans 2 jours ou dans 3 jours. Le problème, c'est que la grippe, elle dure 5 jours. Donc moi, si vous prenez en charge mon patient et que vous lui dites de voir s'il y a un souci dans 5-6 jours, ça ne me gêne pas, je ne le verrai pas. Mais si vous le voyez et que vous me dites d'aller le voir dans 2 jours, je vais le voir de toute façon à chaque fois, quoi. Donc on aura 2 consultations à chaque fois. Donc ce conseil médical n'est pas forcément bien avisé. Donc il faut faire attention à ça. On va vers un dérapage. Et là, nous, on risque de ralentir notre activité, on risque de limiter un petit peu notre activité de téléconsultation parce qu'on n'a toujours pas trouvé notre place, parce qu'on a toujours des outils qui sont compliqués, parce que les outils avec l'infirmière, ce n'est pas pratique, parce qu'avec le pharmacien, ce n'est pas pratique. On ne peut pas mettre l'infirmière et le pharmacien dans nos agendas. Donc, il faut qu'on puisse avoir des outils rapides, parce que les ordonnances sécurisées, ça ne marche pas que par fax. Le fax est encore le système le plus sécurisé, qui date quand même de 96, 86, je ne sais plus. Ça fait quand même un paquet de temps que le fax est toujours sécurisé. Donc, on a vraiment été surpris, on a eu peur, on a suivi ce qu'on nous a demandé à la lettre. On a essayé de se débrouiller sans formation, avec des petits blogs, avec des petites formations comme on pouvait, avec nos agendas nos agendas en ligne qui nous ont vraiment aidés là-dessus. Ils ont fait un travail formidable. Vraiment, ces groupements nous ont vraiment aidés au maximum. Et demain, je ne sais pas, ça dépendra du prix qu'ils vont nous mettre. Ça va dépendre de la façon dont on va pouvoir continuer à faire nos actes sans carte vitale et sans paiement. Merci beaucoup. Je redonne peut-être la parole à Ronan Rouquet pour revenir justement sur la suite de maintenant qu'on va sortir de l'état d'urgence sanitaire et cette question, en fait, parce que dans les mesures qu'ont mis en place les pouvoirs publics, il y avait des mesures effectivement de facilitation pour les médecins, mais il y avait aussi effectivement ces mesures qui, en fait, cassaient la logique territoriale en enlevant cette condition de connaissance du patient et donc aussi moi, je l'interprète comme ça, de connaissance de l'organisation territoriale. Et donc aussi, je prends cet exemple, il n'est peut-être pas bon, mais voilà, un médecin à Mulhouse qui répond à une question d'un patient à Bordeaux, est-ce qu'il est en mesure, si jamais il y a un besoin d'orientation vers une structure de soins ou vers l'hôpital, est-ce qu'il est en mesure, puisqu'il ne connaît pas le territoire, de faire ce travail-là? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle vous souhaitez ou vous pouvez répondre, mais c'est vrai que ça fait partie des enjeux avec cette question, effectivement, est-ce qu'on est sur des plateformes nationales ou est-ce qu'on est sur des plateformes régionales, locales? Je pense à ce propos que ça va être l'objet des discussions au niveau national ces prochaines semaines. Personne n'avait envisagé un virus comme le Covid il y a encore quelques mois. De ce fait, personne n'avait non plus envisagé un essor de la télémédecine tel qu'on a pu le connaître depuis 3 mois. Face à cela, à la fois les pouvoirs publics, les industriels, les représentants des professionnels de santé, libéraux et hospitaliers, forcément, sont en cours de discussion sur, après cette expérimentation, tirant un premier bilan, faisant une première évaluation de la mise en place de la téléconsultation durant la période Covid et envisageons les nouvelles modalités. On est donc dans une zone qui, logiquement, qui est incertaine sur le devenir de la téléconsultation et de la poursuite des mesures de simplification de la téléconsultation telles qu'elles ont été mises en œuvre durant ces 3 derniers mois. Ce que je peux vous dire, puisque c'est d'actualité, j'ai eu l'information en cours de conférence, les mesures sur la prise en charge des actes seront poursuivies durant l'année 2020, pouvant aller jusqu'au 31/12/2020. Donc, on voit bien la volonté du ministériel est de dire donnons-nous un peu de temps, poursuivons aujourd'hui dans cette facilité d'accès à la téléconsultation pour l'ensemble des professionnels et voyons avec l'ensemble des acteurs quel est le nouveau cadre que l'on souhaitera mettre en œuvre dans les prochains mois. Donc, on a cette facilitation sur les dimensions de rémunération. Par contre, sur les dimensions techniques, c'est-à-dire cette possibilité
de procéder à des téléconsultations par téléphone. C'est quelque chose qui risque de demeurer aussi, ou on ne sait pas très bien Aujourd'hui, en tout cas jusqu'avant la crise, ce n'était pas forcément la volonté en tout cas de se diriger vers des téléconsultations par téléphone. Les textes prévoyant bien l'utilisation obligatoire de la vidéotransmission, je pense que là c'est plutôt des échanges qui maintenant vont avoir lieu au niveau national entre les représentants médicaux et les partenaires de l'assurance maladie pour dire est-ce que finalement aujourd'hui une consultation donnée par téléphone équivaut à une téléconsultation remboursée, ou est-ce qu'on revient à la normale, c'est-à-dire à la situation antérieure, où une téléconsultation doit impérativement se faire avec une vidéo. Nathalie Mostowski, vous tirez quelles leçons en ce qui vous concerne de ce développement exponentiel de la téléconsultation pendant le Covid? Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va en rester une fois la pandémie et l'état d'urgence sanitaire? Alors, c'est une question, c'est à Nostradamus que je pose la question. Votre micro est toujours pas activé. Voilà, le micro est activé. Oui, évidemment, je serais bien normal de, voilà, de faire des prévisions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura certainement, les bénéfices, c'est qu'il y a eu une vraie, finalement, acculturation d'une bonne part des professionnels de santé et des usagers à la téléconsultation. Donc, il va forcément en rester quelque chose parce que c'était dans une situation critique et malheureuse, mais en fait, on a été amené à passer le pas, on va dire, et à se familiariser pour beaucoup d'entre nous avec la téléconsultation. Je pense que ça a aussi boosté l'équipement des médecins qui se sont mis aussi à certains à pratiquer. Et l'autre bénéfice, c'est que, comme on l'a évoqué, ça a montré qu'on pouvait aussi simplifier, assouplir les conditions d'accès et en tout cas de la nécessité de simplifier pour ouvrir les usages. Parce qu'effectivement, dans les freins que j'ai pu mentionner, il y avait quand même un hiatus entre le niveau d'exigence qu'on se met et les conditions d'accès, et puis la réalité des besoins et des personnes qui pourraient en tirer vraiment les bénéfices, qui ont besoin d'en tirer des bénéfices par rapport aux objectifs. Donc ça, je pense que c'est une leçon, c'est réussir à travailler sur des cas d'usage qui soient vraiment à valeur ajoutée, et puis de se rendre compte qu'on peut rapidement être opérationnel en levant un certain niveau d'exigence. Voilà, donc je pense que là, peut-être qu'on peut travailler sur cet aspect-là pour délivrer la bonne solution au bon moment, qui sera un peu les idées de time to market dans la transformation digitale, d'avoir le bon produit au bon moment par rapport à la demande dans les territoires. Et puis, dans ce que vous évoquiez, c'est aussi par rapport au retour d'expérience. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir, à partir de là, d'enclencher une réflexion sur la bonne intégration de la téléconsultation dans le parcours de soins du patient et puis aussi dans le parcours métier des professionnels de soins, puisque je pense qu'on a peut-être un peu mûri aussi, on a des éléments pour mieux inscrire la téléconsultation en complémentarité des consultations physiques, de l'offre physique. Et puis à partir de là, moi, je pense que c'est aussi le moment de bâtir un plan de conduite du changement, enfin une stratégie de conduite du changement et d'accompagnement des usages, puisque on a la chance aussi de pouvoir peut-être maintenant revoir des objectifs, avoir des objectifs plus affinés et puis une nouvelle trajectoire. Alors, normalement, notre temps est écoulé, donc c'est un grand classique. Mais on va quand même prendre 5-10 minutes pour répondre aux questions qui nous ont été adressées.
Mélanie Bourassa, je pense qu'on a répondu à vos questions pendant les interventions, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas et je les reposerai. On a une question de Hassan Alami qui demande en fait comment est géré le volet interorganisationnel, voire interterritorial. Est-ce qu'on est sur une démarche intégrée au niveau national ou est-ce que en fait chaque région, voire chaque collectivité territoriale développe ses propres outils, ses propres logiques et donc comment est-ce qu'on peut articuler ça et est-ce que ça a été articulé ou pas? Je ne sais pas si l'un de vous trois veut réagir là-dessus. Je vais bien essayer de prendre en tout cas les trois questions qui ont été posées. Sur la première qui concernait est-ce que la rémunération de la téléconsultation, le nombre d'actes a considérablement augmenté? Oui, depuis 2018 et depuis la rémunération des actes, on peut dire que le nombre de téléconsultations en France a très fortement augmenté, avant même finalement le fait d'être dans la période Covid. Nous n'étions pas aux objectifs envisagés, c'est-à-dire 1 million d'actes en 2019, nous étions plutôt, je crois, à quelques dizaines ou centaines de milliers, mais par rapport à la situation connue dans le début des années 2000 ou 2010, c'est un chiffre qui déjà est extrêmement fort. Donc oui, là, la mise en place d'un cadre financier y a contribué. Je crois que le deuxième élément également, comme l'a dit le docteur Ponce, c'est également le fait d'avoir maintenant de la téléconsultation avec un flux vidéo sécurisé simplement et non plus avec des chariots ou d'autres dispositifs plus lourds. Je pense que cette double dimension, à la fois technique et en même temps financière, a largement contribué à son essor. Sur le deuxième point, pourquoi pas de conversation téléphonique de remboursée? Un des éléments en tout cas principaux était de considérer que la vidéo permettait quand même d'avoir un niveau de qualité supérieur à ce qui est proposé avec simplement le téléphone. Le fait de pouvoir voir son patient, le fait que le patient puisse également nous voir, le fait de pouvoir prouver d'une certaine manière qui était-il, qu'il puisse montrer également une plaie par exemple. Donc, tous ces éléments ont fait qu'il a fallu poser un cadre et qu'il a été considéré, à date en tout cas, que ce cadre devait se faire avec l'usage d'une vidéo. Je pense que sur la conférence médicale, le docteur Ponce aura peut-être… Voilà, avant de passer à la troisième question, je pense que le docteur Ponce a des remarques sur ce sujet-là de la consultation vidéo et de la capacité à poser un diagnostic par la vidéo. L'idée est bonne. Le problème, c'est qu'on n'a pas fait confiance en fait, au parcours de soins. C'est-à-dire que nous, on demandait une téléconsultation, une consultation par téléphone pour nos patients que l'on connaît, pour pouvoir permettre de gagner du temps, pour pouvoir permettre de rebondir sur des prises en charge que l'on fait. Je vous vois ce matin, il y a une suite de soins à faire et bon, on organise par téléphone, on rappelle. C'était par rapport à ça, c'est pas faire en sorte qu'en effet un médecin extérieur puisse, comme le fait le 15, là en effet la vidéo est intéressante parce qu'on peut en effet nommer la personne, on peut la voir et encore la voir, il faut bien qu'elle se nomme de toute façon. Moi je peux changer mon titre et mettre un nom différent, vous n'avez jamais vérifié ma pièce d'identité. Donc après, donc on n'a pas vraiment il n'y a pas un plus. Dans les plaies par exemple, on a un reflet lumineux qui est là et qui vaut rien, qui vaut pas la peine. Ensuite, par contre, c'est vrai que lorsque la maman appelle pour un certificat enfant malade parce qu'elle était malade cette nuit, qu'elle ne veut pas aller travailler, et bien, de voir le gamin qui est content de passer la vidéo et qui sourit, c'est plutôt rassurant. On se dit qu'il n'y a pas l'appendicite. On espère en tout cas qu'il n'y a pas l'appendicite. Mais voilà, on a quand même une zone qui est assez limitée. Donc, que ce soit un complément, oui, mais on trouve dommage que la consultation par téléphone, qui est réellement une prise de responsabilité, les patients téléphonent entre deux, on doit gérer entre deux, on n'a pas le temps de faire une vidéo, on doit organiser, des fois c'est en effet vers le spécialiste, des fois c'est vers des soins, une ordonnance que l'on fait nous, ce n'est pas toujours appel à l'hôpital, le spécialiste, on fait quand même beaucoup d'urgences et beaucoup de traitements de premier recours, et donc on a le téléphone qui est facile. Deuxième chose, on a mis 10 ans pour partir d'un projet gouvernemental très complexe pour arriver à enfin un outil de terrain basique qu'on avait demandé depuis le début, mais qui nous a été refusé de toute façon. Est-ce que la prochaine fois, on ne pourrait pas commencer par le terrain plus rapidement et peut-être qu'on gagnerait du temps et on permettrait aussi aux gens de comprendre ce qui est recherché. Là aussi, on est parti d'une montagne et on nous a fait un Skype. D'accord ? On est parti d'un truc, on finit à Skype avec un fax, quoi. On est en 2020, fax, Skype. Ben voilà. Donc, on a mis 10 ans pour arriver là. On a peut-être pu commencer par là et peut-être qu'on sera arrivé à quelque chose de plateforme territoriale, de plateforme régionale, peut-être. Mais là, aujourd'hui, on est parti trop haut pour arriver trop bas. Donc, il va falloir remonter la piste, remonter la pente avec des acteurs qui se sont mis à faire la concurrence, avec des systèmes qui ne sont pas compatibles. Donc, on ne peut pas travailler, on est obligé d'avoir plusieurs vidéos. Je vous le disais tout à l'heure, pour le pharmacien, il va falloir que je trouve un mode de vidéo, pour l'infirmière, un mode de vidéo,
pour mes différents patients en mode vidéo. Et d'ailleurs, moi, je ne pourrais voir que les patients qui sont de mon agenda, de mon revendeur, et non pas ceux qui viennent d'un autre revendeur parce qu'ils n'ont pas accès à mon agenda. Donc, on limite aussi ce genre de choses. Nathalie, vous souhaitiez peut-être revenir aussi sur cette question des liens entre régions, de la capacité en fait à déployer quelque chose qui est d'envergure ou disons avec des objectifs nationaux dans des régions. Ça soulève beaucoup de questions parce que les systèmes d'acteurs ne sont pas exactement les mêmes d'une région à l'autre. Oui, et puis aujourd'hui, je pense que Ronan aura des éléments à apporter sur le sujet, mais c'est vrai que en fait, il y a vraiment finalement un cadre assez fort au niveau national, hein, qui est descendant sur des exigences par rapport aux services nationaux, à l'interopérabilité et aux besoins d'interconnexion des systèmes. Donc, forcément, il faut qu'il y ait une articulation et elle ne se fait pas toujours. Chacun va à son rythme. Hein. Donc, il y a un vrai souci là à trouver aussi des jalons et des points de rencontre pour que ça ne bride pas ce mouvement qui vient du terrain qu'évoquait le docteur Ponce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu des solutions qui ont été développées parce qu'on a favoriser les expérimentations. Donc, l'idée, c'était de faire émerger des initiatives, des expérimentations locales, donc des solutions qui étaient aussi relativement simples. Et puis, à un moment donné, quand on parle de généralisation, on dit maintenant, il faut reconnecter le tout, il faut que tout soit intégré, il faut faire des interfaces. Voilà. Donc, au moment de déployer, on se retrouve avec ces contraintes nationales. Donc, peut-être que Ronan, qui n'est plus parmi nous, qui n'est plus parmi nous, il est là. Je pense qu'il a un éclairage sur comment l'articulation se fait, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Sur le sujet de la télémédecine au niveau national, il y a une doctrine technique du numérique en santé qui a été publiée il y a quelques mois, qui vise sur la télémédecine et sur d'autres enjeux liés à l'e-santé de manière plus large, à donner le cadre finalement attendu pour l'ensemble des industriels qui travaillent dans le monde de la santé. D'une certaine manière, la philosophie est de dire faites des choix d'outillage technique, nous ne sommes pas là pour imposer un outil plutôt qu'un autre. En revanche, on veut mettre des règles qui permettront sur la téléconsultation, sur la téléexpertise, sur d'autres outils, que les systèmes puissent être interopérables et puissent fonctionner d'une manière urbanisée. Je vais prendre un exemple pour des personnes qui ne seraient pas du domaine de la santé. Imaginons qu'une personne 1 utilise une solution A, une personne B utilise une solution B, mais qu'entre la solution A et la solution B, vous ne pouvez pas communiquer. On voit tout de suite les types de problèmes que ça peut poser. Si on peut donner un exemple du monde courant, ce serait comme avoir SFR d'un côté, avoir Orange de l'autre, et de se dire qu'entre ces deux outils, je ne suis pas capable de m'appeler. Ça peut nous paraître risible, mais dans le domaine du numérique, il y a des problématiques de ce type qui sont très bien connues et qui ont été historiques sur les messageries de santé sécurisées, sur la partie téléexpertise. Donc, l'objectif aujourd'hui plutôt national est de dire nous donnons un cadre général, nous n'imposons pas des choix, les régions peuvent faire le choix de solutions, les professionnels peuvent s'équiper de solutions de téléconsultation, de téléexpertise en lien avec leur logiciel métier, en lien avec leur système de prise de rendez-vous. Il n'y a pas de sujet dessus. Par contre, un cadre qui a été fixé, fonctionnel et technique, devra être respecté par l'ensemble des industriels. C'est aujourd'hui la position et la doctrine qui a été retenue en la matière. Sachant que l'un des enjeux, au-delà de la question technique, c'est aussi l'interopérabilité professionnelle et la capacité des médecins à travailler entre eux, des différents professionnels de santé à travailler entre eux. Et là aussi, il y a pas toujours, il ne suffit pas de donner l'outil technique pour que les professionnels travaillent ensemble. Je vous propose, là, on a largement dépassé le temps qui nous était alloué. Donc, je vous propose qu'on conclue là, à moins que vous ayez envie de finir d'une phrase. Bon, on s'arrête là.
je vous remercie beaucoup, beaucoup tous les trois pour la qualité et la précision de vos interventions. Là, on a des retours positifs. En tout cas, on en a un. Et vraiment, je pense que ça permettait d'éclairer, y compris pour des gens qui n'ont pas encore eu leur première téléconsultation. Je vais passer la parole à Charlotte qui souhaiterait conclure. En tout cas, à titre personnel, je vous remercie beaucoup. Oui, mais en fait, moi, je voulais simplement dire un rapide mot de conclusion pour remercier l'ensemble des intervenants, remercier également Nathalie Moltowski pour avoir pris l'initiative de cette table ronde, ainsi que Étienne Hugues pour son animation. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir et d'intérêt à écouter vos échanges sur la généralisation de la téléconsultation. Je pense qu'il reste plein de questions à aborder, notamment pour aller creuser plus en détail cette question de la territorialisation et de la façon dont se déploie cet outil sur différents territoires. Et puis, j'en profite également pour remercier les collègues de l'Executive Education, Ségolène Schratzek et Louis Delessal pour l'aide apportée à l'organisation de cette table ronde. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi 24 juin à 17h, avec un deuxième débat que nous organisons cette fois-ci sur la question de la ville et de la santé pour interroger la question de la place d'un autre type de professionnels, qui sont cette fois-ci les urbanistes, dans la façon dont ils se saisissent ou pas de ces questions et de ces enjeux liés à la santé. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Merci à tous et très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.